de l'industrie d'une manière générale, mais avec en effet un focus sur la situation des COPLA, puisque les salariés des COPLA ont fait un courrier à l'ensemble des élus pour leur demander d'avoir, après des paroles, des actes concrets en leur direction. Donc nous avons, avec les élus du Grésivaudan, avec les élus communistes et les militants, pensé que dans un premier temps, un acte fort de soutien à leur égard était une expression publique. Donc c'est la raison pour laquelle nous aurons évidemment un point un peu particulier sur la situation des COPLA. Mais d'une manière plus générale, la situation de l'emploi et la politique industrielle menée ces dernières années dans notre pays ne nous convient pas. C'est la raison pour laquelle, à plusieurs reprises, avec mon groupe au Sénat, nous avons posé des questions au gouvernement et dernièrement, nous avons demandé l'organisation d'un débat sur la politique industrielle en France, parce qu'il nous semble important d'apporter d'autres propositions que celles qui sont faites actuellement par le gouvernement. Et j'ai en tête quelques entreprises, malheureusement, avec lesquelles nous avons mené des batailles, mais qui n'ont pas forcément été toutes gagnantes dans le département et un peu au-delà, puisque Camiva était situé en Savoie. Là, ce sont 171 salariés qui ont été licenciés. Camiva, c'est le groupe Fiat. 171 licenciements il y a déjà quelques temps, alors que finalement aucune étude de solution alternative à la fermeture n'avait été faite. Il y a les Ascométal, et Roger Coard, qui est maire du Sheila, était aussi salarié de l'entreprise, donc connaît parfaitement cette situation. Ascométal, leader européen, et là encore des licenciements, des suppressions d'emplois programmées sur l'ensemble de l'entreprise suite à des stratégies commerciales et industrielles désastreuses et au pillage par les actionnaires des ressources de l'entreprise. Donc un autre exemple malheureux de lutte des salariés. Les Arjowiggins également, vous vous en souvenez sans doute, c'était en avril 2014, le groupe Sequana, propriétaire d'Arjowiggins, donc situé à Rives, a décidé la fermeture du site. Là encore, 85 salariés ont perdu leur emploi. Il y a également Isochem sur Pont-de-Clé, dont l'État fut un temps actionnaire, mais qui se retrouve aujourd'hui dans une situation très difficile, avec encore des salariés menacés de perdre leur emploi. Sauber à Crolles également, dans le Grésivaudan, une entreprise là aussi un peu à l'exemple des COPLA, leaders dans leur domaine. Sauber, vous savez, c'est ceux qui fabriquent les attelles médicales lorsqu'on a une entorse. Voilà. Et Sauber était donc situé sur Crolles, leader mondial, enfin un des leaders dans sa partie, et notamment dans notre région avec beaucoup de stations de ski et beaucoup de problèmes d'entorse dus aux chutes en ski, eh bien, faisait beaucoup appel au matériel fabriqué par Sauber. Et là, du jour au lendemain, l'entreprise a fermé, puisque cette entreprise a été rachetée à 100% par des fonds de pension, un investisseur évidemment américain, donc le groupe a fermé. Alors je vous ai dit que c'était le numéro 1, non, c'était le numéro 2, enfin bon, c'est pas loin quand même, le numéro 2 de l'orthopédie française. ST Microelectronics aussi, qui est sans arrêt en difficulté. Et là, le dernier plan prévoit un millier de salariés seront touchés suite au dernier plan présenté par ST Microelectronics. Et il y avait cette semaine en préfecture une réunion, c'est ce qui m'a un peu, vraiment énervé peut-être, je ne sais pas quel terme employer, mais cette semaine il y avait une convention de revitalisation en préfecture. Il est question quand même d'1 millier d'emplois avec ce plan à ST Microelectronics, et dans le plan de revitalisation proposé par ST, 84 emplois sont comptés. 84 emplois vont être pris en compte pour ce plan de revitalisation, ce qui va faire que ST va verser 370 000 €, parce que la préfecture a été au-delà du minimum et va exiger 3 fois le SMIC pour chaque emploi supprimé.
Mais 370 000 €, si vous ramenez ça au millier d'emplois touchés, ça vous fait un emploi à 370 €. Voilà ce que va mettre ST Microelectronics dans le plan de revitalisation, alors qu'à terme, c'est 1 millier d'emplois. Alors il y aura des départs volontaires, c'est vrai, il y aura des mutations, des salariés vont être mutés sur Nantes, c'est vrai. Donc ce ne seront pas forcément des gens qui se retrouveront sans rien, mais en attendant, dans le bassin grenoblois, c'est moins 1000 emplois entre Crolles et Grenoble. Et le plan de revitalisation va prendre en compte 84 emplois. Donc franchement, je trouve ça honteux, indécent, quand on connaît la situation de ST Microelectronics, quand on connaît le chiffre d'affaires et quand on sait que cette entreprise, comme d'autres, mais elle aussi bénéficie de CICE, de CIR, de toutes ces subventions publiques, et quand on sait aussi que l'État français, comme l'État italien, fait partie des actionnaires de cette entreprise. Donc voilà, ST Microelectronics, qui est quand même un fleuron en la matière. Je me souviens encore de l'inauguration en grande pompe par Jacques Chirac du site de Crolles et tout le tralala qui avait accompagné cette inauguration et cette création d'entreprise, au détriment de sites par ailleurs en France qui fermaient pour pouvoir ouvrir ici à Grenoble, pour pouvoir toucher des subventions. Et bien voilà, ça continue, les subventions sont données aux entreprises, mais l'emploi, lui, n'est pas préservé. Dans un autre style, il y a également Thales, dont l'État est actionnaire à 26%. Mais là encore, Thales, alors qu'au niveau de l'imagerie médicale et de la radiologie médicale, est une pointure là aussi dans son domaine, et bien Thales, pareil, s'engage dans des suppressions de postes et des reclassements et touche lui aussi des subventions publiques. Siemens également, qui est dans la tourmente, un site historique berlingerin. Il y a parmi nous un salarié Siemens, il pourra, s'il le souhaite, en dire plus, mais là aussi, Siemens, suite à l'arrêt du secteur de production en 2012, va maintenant s'en prendre au secteur de la recherche et développement. Il y a donc dans un premier temps un plan de suppression de 106 postes sur les 405 qui restent encore sur le site grenoblois. Autant dire que le site est grandement fragilisé si on lui enlève sa recherche. Donc voilà, Siemens dans la tourmente aussi. C'est son 4e plan social depuis le rachat du site berlingerin. Donc là encore, un site pourtant à la pointe, mais qui, par des stratégies successives de direction peu scrupuleuses, voit le cœur de son métier disparaître et risque à terme de voir la suppression et la fermeture pure et simple du site. Il y a aussi encore dans le département le site de Lafarge Holcim, qui est sur Villefontaine. Là encore, il y a eu des fusions qui ont été opérées depuis plusieurs années, depuis 2015, par le groupe cimentier français et le groupe suisse. À l'origine, quand même, cette fusion avait ramené un groupe à 63 000 salariés monde, dans 61 pays, donc il y avait 44 200 salariés en France. Aujourd'hui, le site, après plusieurs suppressions dans différents sites, le site de Villefontaine est lui aussi, de Saint-Quentin-Fallavier, est lui aussi menacé. Et là, c'est un centre d'expertise mondial. Donc, la stratégie industrielle, elle s'attaque vraiment à tous les secteurs. Une fois que la production, et ça fait déjà quelques années que ça se reproduit, une fois que les sites de production ferment, les entreprises s'en prennent à la recherche, au développement, et petit à petit, tout est envoyé dans d'autres sites. Et en France, les entreprises ferment les unes après les autres. Et donc, bien sûr, pour terminer, Ecopla, qui est un site, alors pour le coup, qui pourrait apparaître suite à ces différentes entreprises que je viens de citer comme le Petit Pousset, puisqu'il s'agit de 77 salariés, mais c'est un site qui, là aussi, est victime de la stratégie d'un patron voyou, qui
qui a décidé de piller cette entreprise alors que c'était une entreprise florissante, la seule qui reste en France capable de fabriquer les barquettes aluminium tectonique, mais avec un entrepreneur peu scrupuleux qui a décidé ma foi, de partir avec la caisse pour aller vite. Et donc les salariés, depuis 2014, alertent les pouvoirs publics, alertent la DIREC, alertent la préfecture, alertent le gouvernement, alertent les élus, mais ont du mal à se faire entendre, peut-être parce qu'ils sont le petit pousset par rapport à ces gros groupes, peut-être aussi parce qu'eux n'ont pas bénéficié de beaucoup de subventions finalement, contrairement à d'autres, mais ont réussi pendant des années à faire vivre un site sur Saint-Vincent-de-Percuse avec une activité donc importante. Donc les salariés d'Ecopla nous ont sollicité en tant qu'élus, nous avons reçu un courrier de leur part. Il y aura une réunion demain au ministère et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous voulons publiquement leur apporter notre soutien. Ils seront reçus demain à Bercy, normalement par Martine Pinville et Christophe Sirug, ministre de l'Industrie et de l'Économie sociale et solidaire, puisque les salariés ont la volonté de transformer cette entreprise en SCOP. Mais ils demandent, et nous appuyons leur demande, à être reçus également par Michel Sapin. Ça démontrerait la volonté du gouvernement d'aller au-delà d'un seul sauvetage minimaliste. Ça permettrait, si Michel Sapin pouvait être dans la discussion, ça permettrait d'engager des négociations financières plus importantes avec Kuki, puisque Kuki sera aussi autour de la table de discussion avec les salariés, le gouvernement et donc le repreneur. Ça permettrait aux salariés de faire valoir leurs atouts, de faire valoir leur volonté de création de cette SCOP. Et si les trois ministres étaient présents et s'engageaient auprès de Kuki, pourquoi pas, et c'est ce que nous leur demandons, rembourser les machines pour permettre à ce que les machines restent propriété des salariés et que cette SCOP puisse voir le jour. C'est évidemment ce que nous soutenons dans un premier temps. Ensuite, cette discussion de demain ne doit pas être la dernière, ça doit être une première pierre d'un projet qui doit pouvoir aboutir. Soit en SCOP, c'est ce que nous soutenons, soit sous d'autres formes, si Kuki ne veut absolument pas lâcher ses machines. Il peut y avoir différentes possibilités. La production pourrait rester sur Saint-Vincent-de-Percuse avec les salariés, ils savent faire, ils ont le savoir-faire, mais propriété Kuki, à voir comment les choses peuvent s'organiser. Une partie seulement de l'activité pourrait rester. Ça permettrait néanmoins de maintenir une activité économique dans le secteur et ça permettrait à des salariés quand même de maintenir leur emploi. Et où Kuki pourrait vouloir travailler avec Ecopla en tant que sous-traitant, par exemple. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Ce sera demain aux salariés de faire valoir ces possibilités et au gouvernement de les soutenir dans les propositions qu'ils pourront faire valoir devant l'entreprise Kuki. Voilà un peu le sens de la conférence de presse que nous voulions avoir ce matin. La politique globale industrielle. Nous avons des propositions, mais j'en parlerai peut-être après s'il y a des questions. Des propositions pour une autre politique industrielle et nous voulons apporter notre témoignage aux salariés d'Ecopla la veille de cette réunion. Alors autour de moi, il y a Sylvette Rochat, qui est conseillère départementale, présidente du groupe au département des élus communistes et républicains. Elle est également adjointe à Échirolles. Il y a David Quiros, qui est maire de Saint-Martin-d'Air, également conseiller départemental et conseiller métropolitain. Jean-Paul Trovero, maire de Fontaine, également conseiller métropolitain, président du groupe à la métro. Roger Coard, qui est maire du Chéla, dans le Grésivaudan, et qui est membre de l'intercommunalité, de la communauté de communes, vice-président de la communauté de communes du Grésivaudan. Il y a également Sylvie Guinan, qui est élue à Saint-Égrève, et qui sera notre candidate aux législatives sur la 5e circonscription. Donc elle est tout à fait informée et solidaire également de la situation des Ecopla. Et il y a de nombreux militantes et militants
tant du Grésivaudan que de tout le département. Et donc je salue aussi le travailleur alpin, que j'ai oublié de saluer tout à l'heure. Et il y a bien sûr Christophe des Ecopla qui a souhaité être parmi nous ce matin à la conférence de presse. Président du groupe communiste républicain et partenaire de la métropole, très attaché à l'emploi, à l'économie et bien évidemment à la défense, au emploi sur notre territoire, en métropole et au-delà, bien évidemment, puisqu'on a des grands qui en tant que Place Fontaine, puisque tout ce qui touche à l'industrie et tout ce qui touche, on va dire, au monde ouvrier, dans toutes ces perspectives, dans le monde ouvrier, j'y mets y compris les cadres et les cadres dirigeants, on se doit d'être présent à chaque fois que des mauvais coups sont portés. On se doit d'être présent, on se doit d'être solidaire, d'autant plus qu'à chaque fois que nous avons à traiter un dossier, ou que des salariés s'emparent de leur destin pour ne pas se laisser faire, à chaque fois, on s'aperçoit que c'est souvent du bon sens et souvent des luttes qui ne sont pas des luttes inutiles, mais des luttes utiles pour les familles, pour les productions, parce que ce qui est produit aujourd'hui sur le sol français, sur le territoire français, a toute son utilité avec les familles, je dis, mais également avec la production et l'économie française. Donc voilà, donc on doit être là. On ne peut pas être ailleurs qu'aux côtés des salariés en lutte. Je soutiens à Ecopla plus particulièrement, parce que le Grésivaudan, bien entendu, est en première ligne par rapport à ce dossier. D'abord, dire que je dirais qu'il y a un décalage très visible et très important entre l'établissement, je dirais, les dirigeants nationaux, gouvernementaux et les élus locaux. Parce qu'au niveau du Grésivaudan, ce qu'on peut constater, et ça depuis de nombreux mois, c'est qu'il y a un soutien unanime aux salariés d'Ecopla pour que leur projet de SCOP voie le jour. Il y a une motion, et il y a eu plusieurs votes d'ailleurs au Conseil communautaire du Grésivaudan, unanime, voté à l'unanimité pour ce soutien, et les moyens aussi apportés, promis entre guillemets, voilà, pour que la SCOP elle voie le jour. Et en même temps, on se rend compte qu'au niveau national et européen d'ailleurs, mais avec bien sûr l'Europe elle ne peut pas fonctionner sans qu'il y ait des dirigeants nationaux qui prennent position, eh bien on se rend compte que rien ne bouge, ou que rien n'avance, et que les solutions pourtant existantes eh bien, ne sont pas travaillées, ne sont pas mises en avant. Voilà. Donc, première chose, je dirais qu'il faut absolument que les dirigeants nationaux entendent ce que dit le peuple, en fait, ce que dit la base. Voilà. Parce qu'effectivement, c'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens, les solutions, elles sont là, elles sont trouvées, et en plus de ça, c'est qu'il y a des financements qui existent pour que ce dossier il avance et que la solution soit trouvée. Et je voudrais aussi dire une deuxième chose concernant l'emploi en général, c'est que, alors Annie a fait une liste relativement longue de tous les mauvais coups qui sont portés à l'emploi et à l'industrie dans notre pays, et notamment à notre département, mais la liste elle n'est pas exhaustive. Il y a d'autres aussi entreprises, et notamment celles où les salariés ne sont pas organisés syndicalement, qui subissent encore d'une manière encore plus importante et plus gravement ces coups portés à l'emploi. Alors je dis plus gravement parce que justement ils n'ont aucun moyen de défense. Ils ne peuvent pas se défendre face à ce patronat, parce que ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a plus beaucoup d'entreprises petites, moyennes, qui appartiennent à l'actionnariat, on va dire, local. Souvent, des petites entreprises qu'on croit justement
entre les mains d'actionnaires locaux, familiaux, eh bien, appartiennent à des grands groupes, parce qu'ils ont été rachetés. Et dans le dossier votant, encore une fois, on a une preuve dernièrement, là, une entreprise qui est basée à Pontcharra, Micropul, qui ferme, qui arrête sa production complètement. Et c'est une entreprise qui appartient à un grand groupe européen, puisque c'est Nederman, le Suédois, qui est une multinationale, mais qui s'est accaparé un bon nombre de petites et moyennes entreprises, dont cette petite entreprise de Pontcharra, qui est spécialisée dans la filtration industrielle, qui a beaucoup d'emplois féminins, et qui arrête sa production. Et celle-ci, on n'en a pas entendu parler. Et dire aussi que c'est d'autant plus facile pour eux qu'il y a une loi de travail qui s'applique depuis le 1er décembre et qui montre toute la gravité de l'application de cette loi, parce que cette entreprise de Pontcharra subit de plein fouet la loi de travail. Parce que les salariés, ils l'ont appris au courant du mois de décembre et les licenciements ont déjà été effectifs. Là. Et quand je dis que c'est l'application de la loi de travail, parce que cette loi elle permet, au bout de 3 mois de baisse de chiffre d'affaires, sans aucun contrôle, eh bien de justifier des licenciements économiques et voire jusqu'à aller carrément arrêter une production, carrément arrêter une usine. Voilà, c'est ça la réalité de la loi de travail, contrairement à tout ce qui a pu être dit jusqu'à présent. Voilà ce que je voulais dire. Le chiffre d'affaires il peut baisser pendant 2-3 mois et être exponentiel les 3 mois suivants. Donc ça montre bien le fait qu'il y a beaucoup de subjectivité dans cette loi et dans la façon de l'apprécier. Simplement, une question des constats. Depuis 2009, la France perd de l'ordre de 50 à 100 000 emplois industriels par an. Donc la situation est critique. Et je dirais que la raison pour laquelle aussi on peut avoir une conférence de presse de cette nature, c'est de dire que les emplois industriels dans une société comme la société française, ils ont une importance particulière parce qu'ils sont les emplois industriels génèrent d'autres emplois, ils investent d'autres emplois, alors que d'autres emplois n'ont pas forcément cette capacité-là. Donc lorsqu'on met à mal les emplois industriels, c'est parfois carrément tout un tissu, des territoires qui sont mis à mal parce que par exemple les Copla étaient peut-être clients de certaines entreprises, fournisseurs d'autres. Et bon, ce qu'il y a de dramatique, c'est que les Copla produisent comme toute l'industrie, mais c'est aussi régulateur, c'est juste témoignage. C'est des entreprises qui produisent des biens qui sont utiles à l'amélioration de la condition de vie en général. Et bon, la loi dite travail, mais bon, qui est surtout la loi dite, que nous on considère comme étant la case du code du travail, eh bien, ça fait encore. Ceux qui nous gouvernent disent que le problème de la crise, c'est qu'il y a trop de charges et que notamment il y a trop de salaires. Il y a un article qui est tombé un article dans Figaro le 29 décembre qui a été repris la semaine dernière par l'Humanité sur les grands riches. Les 500 personnes les plus riches dans le monde ont gagné en 2016 474 millions de dollars en moyenne, par personne. Donc voilà, c'est pas les salariés qui sont trop payés, c'est les actionnaires qui sont trop payés. Et je dirais que, voilà, j'en termine là sur une forme de proposition, mais ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, et notamment les SCOP, les Frali qui nous ont apporté la démonstration, les entreprises peuvent s'organiser, bien entendu, lorsqu'elles dégagent des bénéfices, plutôt que de les distribuer à des actionnaires avec des dividendes particulièrement généreux, eh bien, on peut avoir une forme de l'économie où les bénéfices des entreprises soient redistribués pour l'investissement dans l'entreprise, voire d'autres investissements locaux. Ça paraît effectivement important que les élus qui représentent le pouvoir public soient présents. C'était un petit peu déroutant l'interpellation qu'on a eue de la part des Écopla, parce que en nous disant nous on a fait tout ce qu'on a pu, maintenant à vous étiez à nos côtés, des actes. Alors oui, des actes, je dis qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et en même temps, je me dis, oui, c'est une responsabilité des politiques publiques de pouvoir trouver des solutions, parce que des solutions, il y en a forcément.
il y en a forcément. Il faut accepter de les voir, il faut accepter d'aller creuser les dossiers pour voir toutes les possibilités qui existent. Des propositions sont faites, comment elles sont reçues. Au niveau du département, moi j'ai interpellé le président en séance, je ne sais plus à quel moment c'était, je crois que c'était la rentrée. Il m'a dit qu'il n'avait pas été saisi par les écoplats. Ça me paraissait un petit peu étonnant, je lui dis il y a quand même des choses qui se passent dans le département, c'est difficile de ne pas être au courant. Là-dessus, Madame Merle, qui est la vice-présidente en charge de l'innovation et des politiques publiques au département, a dit qu'effectivement, elle était parfaitement au courant du dossier, qu'elle avait vu le dossier de SCOP qui était présenté par les salariés et que c'était un dossier embêtant comme elle n'en avait jamais vu. Mais ça, c'est un discours que tout le monde tient. C'est-à-dire que le dossier, il est béton et il n'y a pas de réponse au bout. Ça, c'est inentendable. C'est absolument inentendable. Et je me suis dit, et on l'entend de tous bords. Donc l'idée que j'avais, c'était effectivement de dire comment on pourrait imaginer, peut-être qu'on pourrait récupérer la motion qui a été votée au niveau de la communauté de communes de Grésivaudan pour suggérer à l'ensemble des élus qui se mettent en avant, que ce soit le député Ribot, que ce soit M. Barbier ou Mme Merle, de dire ok, on signe et on exige que le ministre Sapin reçoive ses employés et apporte les solutions. Annie a évoqué quelques pistes. Il y en a probablement d'autres, il y a des techniciens qui sont payés pour ça, pour trouver des solutions. Les salariés en ont fait déjà pas mal. Il faut qu'on trouve une solution. Ce n'est pas possible de mettre les gens au chômage et de laisser partir le savoir-faire français, l'excellence française à l'étranger, parce qu'au final, c'est ça qui se traduit. C'est tout notre savoir-faire qui est repris pour des bouchées de pain par des investisseurs. Et qui fout le camp à l'étranger avec et est-ce que ça sera en Italie ou dans d'autres pays où les salariés seront payés encore plus cher que ça sera à vérifier. Mais bon, voilà, je crois qu'il faut qu'on ait cette vigilance et moi j'ai pas envie, alors quand j'ai saisi le président, je l'ai fait en confiance parce que je sais, on avait déjà eu l'annonce de la région qui mettait la main au porte-monnaie et qui avait annoncé, je crois que c'était 400 000 € en soutien. Je me dis que le département qui aide d'autres entreprises, et notamment tout ce qui est les nanotechnologies, et c'est bien, ça crée de l'emploi, je veux dire, on peut être d'accord là-dessus. Après, on a aussi un autre discours de dire qu'il faut rendre des comptes sur l'argent public. Il y a des aides, il faut savoir à quoi elles servent, comment elles sont ciblées, et comment elles sont utilisées. Il ne faut pas qu'il y ait de l'argent public d'un côté, des licenciements de l'autre, ou de la délocalisation. Ça, c'est pas entendable. Mais je pense que les différents niveaux d'institutions doivent venir en soutien et en aide, et je pense que le département pourrait aussi. C'est un argument qui est souvent mis en avant de défendre l'emploi, donc il me semble qu'il serait aussi en capacité d'adhérer à cette idée-là. Ceci dit, ce n'est pas la panacée, l'aide publique. Parce qu'à la limite de l'aide publique, il n'y en aurait pas besoin. Si vous aviez vos machines, vous êtes capable de fonctionner sans faire l'aumône, je dirais quelque part. Et moi, je préfère qu'il y ait un petit bout d'aide à un moment donné, plutôt que de vous retrouver de toute façon aidé par le département, en étant éligible au RSA demain, peut-être, parce que vous n'avez plus de boulot. Je veux dire, il faut aussi qu'on fasse les comptes de manière intelligente et rationnelle, de garder les femmes et les hommes debout au boulot, plutôt que de les mettre dans des systèmes d'assistanat qui, heureusement qu'ils sont là, mais ne sont pas la solution. Il faut vraiment que l'ensemble des pouvoirs publics et la responsabilité majeure du gouvernement aujourd'hui prennent le taureau par les cornes. Et c'est toi qui parlais de bon sens, c'est ça qui les bras nous entendent, parce que oui, on est dans du bon sens, et on se rend compte que c'est pas le même bon sens à notre niveau, quoi. Donc ça, c'est un petit peu désespérant. Mais voilà, envie d'aider, peut-être, voilà, on va faire cette proposition aux autres élus, des autres bords, tous les élus républicains, de pouvoir soutenir l'idée que le ministre Sapin se mobilise personnellement aux côtés de ses deux collègues pour accompagner vraiment jusqu'au bout la démarche des salariés des COPLA. On pu se libérer pour des COPLA qui a pu se libérer donc, pour cette conférence parce qu'il y a des choses à préparer pour demain qui sont lourdes et importantes. Donc, on apprécie vraiment ta présence, Christophe. Quand on parle d'emploi
direct supprimé, c'est déjà 100 familles ou centaines de familles qui est touchées directement. C'est normal d'être solidaire, ne serait-ce que pour une famille, on est tous solidaires de ce désastre humain qui se dessine si on ne l'arrête pas maintenant. Et quand on se dit concerné, oui évidemment, les élus, que ce soit du Grésivaudan, mais bien plus largement jusqu'au département, la région et même nationalement, on doit être concerné. Derrière, quand on évoquait un emploi indirect qui est supprimé dans le privé, c'est aussi valable pour le public. C'est un emploi dans une crèche, dans une mairie, qui ne peut plus être subventionné, financé. C'est un emploi indirect dans une boulangerie, par exemple, qui peut être financé non plus. Et par ailleurs, c'est encore des emplois indirects de l'investissement, parce que je rappelle que jusqu'à 2011, les collectivités représentaient quand même 71% de l'investissement public. Et là, c'est encore aussi en cascade des emplois derrière qui risquent d'être supprimés. Donc quand on parle d'emplois supprimés, alors en particulier chez Ecopla en ce moment, c'est derrière toute une vallée qui est impactée. Et le Grésivaudan n'a pas besoin de désertification de plus. Parce que derrière, c'est des familles qui s'éloignent, c'est de nouveau un retour vers l'urbanisme qui se développe. Et on désertifie encore plus ces régions. Donc c'est un drame qu'il faut absolument éviter. Quand on parle d'actes, aujourd'hui du national au local, on peut encore faire des actes. Il y a besoin de quoi là tout de suite pour que les salariés démarrent à peu près, grosso modo, 30 millions. On va dire que c'est énorme, c'est pas possible, dans le contexte. Non, mais en parallèle, on est capable de donner 45 milliards d'aides à des grands groupes, presque 45 milliards d'aides à des grands groupes à travers la CICE. Et derrière, on peut financer 30 millions pour qu'une entreprise démarre, elle garde ses machines, qu'elles ne soient pas volées par une entreprise qui va les chercher et les amène ailleurs. Oui, c'est possible. Alors, je ne dis pas qu'il faut que demain, le gouvernement le mette 30 millions tout de suite, mais il faut qu'il ait un engagement fort. Il faut qu'il mette des réponses financières sur la table. Mais derrière, c'est aussi chacun de nous, les élus, ici et maintenant, qu'on doit aussi pouvoir œuvrer pour ça. Et petit à petit, faire grossir aussi l'enveloppe de subventions qui aujourd'hui ne sert qu'à racheter des machines. Et d'ailleurs, il faudrait penser à faire évoluer les lois pour que dorénavant, les salariés soient en possession de leurs outils de travail. Leurs outils de travail, ils ne doivent pas partir avec n'importe quel entrepreneur. Leurs outils de travail, ils doivent rester sur le lieu de travail. Ils doivent appartenir aux salariés. Des choses qu'il va falloir qu'on fasse évoluer. Mais donc aujourd'hui, concrètement, oui, on peut faire des actes, tous les élus, y compris sans qu'on puisse débloquer non plus de l'argent. Enfin, je veux dire, il faut arriver au plus près des 30 millions. Et derrière, il y a aussi le système de caution des régions auprès des banques, le système de négociation de prêts à taux zéro, pour que les salariés, tout de suite, ils puissent travailler. Et en plus, c'est une entreprise viable, florissante, qui possède un savoir-faire unique. Donc l'enjeu est complètement viable, les choses sont possibles, il faut juste débloquer une situation aujourd'hui et maintenant pour arrêter un cercle vicieux. Et on continue d'être aux côtés des salariés qui continuent leur lutte, qui ne se préoccupent pas de ce qu'ils ont fait et qui continuent leur lutte dans des conditions complexes. Et du coup, je voudrais excuser Patrice Voire, conseillère régionale, puisqu'il ne pouvait pas être là ce matin, mais sinon, c'est vrai que nous avons des élus locaux, maire, conseillère municipale, des élus départementaux, donc Patrice qui est excusée, Patrice Voire, conseillère régionale, et moi, donc sénatrice au niveau national. Et je pense que c'est en effet ensemble, du local au national, que les décisions de bon sens doivent pouvoir être soutenues et doivent pouvoir être entendues. On ne peut pas faire les choses séparément quand on est à Paris et quand on est dans les territoires. Et c'est bien une stratégie et une politique industrielle globale qu'il faut qu'on arrive à mettre en œuvre. C'est aussi le sens de cette conférence ce matin et la volonté que nous avons eue les uns et les autres d'être toutes et tous présents, chacun et chacune à nos niveaux de responsabilité. J'ai mon train pour Paris qui part à 3 heures, je viens de sur mon rendez-vous, je vais dire, je vais m'arrêter un petit peu. Voilà, donc on va rentrer dans une étape un peu difficile sur une négociation
avec Wookie, et donc l'ESS, l'économie solidaire et sociale, ainsi que l'industrie. On espère que Sapin, avec l'économie et finances, sera présent autour de la table, ce qui mettrait un poids aussi aux discussions. Je ne vous cache pas qu'on y va avec beaucoup de crainte, beaucoup de méfiance. C'est comme la retraite. Moi, je veux bien partir à la retraite, mais en bonne santé, et je veux bien travailler, mais aussi dans des conditions acceptables. Je ne veux pas être un esclave ou ce qu'on a vécu jusqu'à présent, quoi. Donc, il y aura des conditions aussi. Il faut que l'entreprise soit viable aussi pour nous et pour les salariés. Voilà. Cette lettre qu'on a fait aux élus, c'était aussi pour que le collectif reprenne un peu confiance en lui, parce que quand on s'est retrouvé devant l'usine avec 22 gendarmes, la mitraillette et compagnie, on reprend les propos de Gattaz, on dit voilà, on n'est pas des terroristes, hein, on est simplement des salariés qui veulent reprendre leur boulot. C'était un peu aussi pour leur redonner confiance, quoi, qu'ils ne soient pas tout seuls. Il y a beaucoup de gens de la communauté de communes qui nous soutiennent. Voilà, c'était un peu un appel aussi à ce qu'ils nous rencontrent rapidement. Et puis qu'ils fassent aussi du poids sur cette négociation qui arrive demain. Voilà, on espère qu'on aura d'autres dates aussi pour discuter. Après, c'est vrai que j'aurais dû travailler un peu ce qui va se passer demain, mais je pense que le dossier, je le connais assez bien, donc ça devrait aller. Il faut juste que je change un peu mon cerveau de place, pas être trop révolté, il faut être calme. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, je voulais, alors, un truc qui est pas marrant, il y avait sur ces polémiques hier soir, il y avait François Ruffin qui est arrivé avec le t-shirt Ecopla Scope, Ecopla Vivra et notre ami C'est l'emploi. Alors je me suis senti insulté, je me suis senti bafoué, pas par François, hein, par les gens qui étaient autour de cette émission, notamment un député socialiste, et puis un sociologue, après le reste, voilà, le sujet c'était sur Macron, sa révolution avec son livre. À la fin du compte, moi je suis sorti, j'avais envie de balancer ma télé par la fenêtre. C'est comme si c'est politique. Alors il y a c'est polémique. Il y a c'est politique et c'est polémique. Donc c'est dans ces polémiques avec Bruce Toussaint. Voilà. Donc voilà, il faudrait que ces gens-là, on les passe aux détecteurs de mensonges avant d'aller sur des plateaux télé. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais rester calme parce qu'il faut positiver pour demain. Voilà. Donc il y a le camarade Sylvie qui parlait donc des entreprises qui avaient à disparaître dans notre vallée Crécy-Baudard, ça amène aussi à la disparité des commerces de proximité. Ça touche énormément aussi les commerces de proximité. Qu'est-ce que c'est que le commerce de proximité? C'est aussi à la fois des emplois qui sont touchés. Il faut y oublier. Donc, quelque part, c'est vrai qu'il faudrait donc faire partie de l'Europe, que ces grosses entreprises qui génèrent des gros bénéfices, qui puissent mettre une main dans leur poche, non pas des serpents. Dans leur poche, c'est sortir un petit peu de l'argent pour aider donc, à Ecopla et tant d'autres entreprises à se relever. Des territoires, c'est de faire en sorte que des lois puissent être changées, et plutôt que d'avoir la loi travail qui soit votée et qui s'applique de manière ferme dans nos territoires, et bien c'est de faire en sorte qu'il y ait des droits nouveaux pour les salariés dans les entreprises, une sorte de droit de préemption. D'ailleurs, c'est la demande des salariés Ecopla, qu'il y ait une loi qui permette à ce que, dans la situation qu'ils ont connue, quand ils ont fait des droits d'alerte, c'est un droit qui aujourd'hui est accordé aux salariés dans les entreprises, mais qui atteint vite ses limites parce que ce n'est pas un droit d'alerte, n'est pas suspensif. Donc même si les salariés dénoncent une situation et font la démonstration de la nocivité d'un patron qui veut partir avec la caisse, ils n'ont aucun moyen pour l'en empêcher. Or, c'est Sylvette qui me soufflait tout à l'heure, par exemple, un propriétaire qui loue un appartement, lorsqu'il veut le vendre, il doit faire la demande, enfin, la proposition en priorité à ses locataires. Donc, une entreprise qui veut se séparer de ses actifs devrait d'abord s'adresser aux salariés de l'entreprise. Donc, il y a des moyens, il y a des possibilités, il y a des solutions qui peuvent être inventées et peuvent donner une autre politique industrielle dans notre territoire. C'est ce que nous portons. D'autres droits pour les salariés et leurs représentants, d'autres obligations aussi pour les entreprises,
Et l'idée d'un fonds de solidarité des grandes entreprises envers les petites est une idée également que l'on peut porter. Parce que quand on voit les bénéfices et les dividendes, et David rappelait les millions touchés en 2016 par les 500 familles les plus riches, voilà, on peut imaginer effectivement d'autres propositions et un autre modèle économique et social dans notre pays. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec les lois telles qu'elles sont faites et avec la politique telle qu'elle est menée, on est un peu démunis en tant qu'élus. C'est d'ailleurs un peu la raison de cette conférence de presse aussi, cette volonté de se faire entendre, parce qu'on est un peu démunis face à des solutions, des situations humaines dramatiques, économiques et humaines dramatiques, qui a besoin que tout un chacun s'empare de ces propositions pour les faire vivre, les faire grandir et pourquoi pas les faire adopter pour une autre société et une autre politique économique dans notre pays. Mais parce que la décision de justice s'est appuyée sur des points que si le politique met en avant d'autres points, la justice s'appuiera sur cela. Point. Là, la justice s'est appuyée sur la dette de l'entreprise et sur le remboursement de la dette au détriment de l'emploi dans le territoire. Si demain on décide que lorsqu'il y a une décision de justice à prendre, ce qui est pris en considération au premier, c'est l'emploi, c'est les conséquences sociales et c'est les conséquences économiques dans le territoire avant de parler de remboursement de la dette, la justice rendra sa décision dans un autre sens. Là, elle a vu les dettes, elle a vu, et en plus de ça, elle s'appuie sur des dettes qui vont être épongées dans un premier temps, mais qui vont de toute façon réaugmenter, puisque c'est, Sylvette y faisait référence, mais si les salariés ne retrouvent pas d'emploi, la dette publique, elle va à nouveau augmenter, puisque les salariés seront demandeurs d'emploi, donc seront indemnisés au chômage. S'ils ne retrouvent toujours pas d'emploi, ils risquent, malheureusement, et je ne leur souhaite évidemment pas, de se retrouver dans une situation d'être bénéficiaire, d'être allocataire des minima sociaux. Et pour le coup, c'est à nouveau encore l'État. Donc, ils ont pris en compte, la décision de justice prend en compte une dette sociale, mais sans prendre en compte la future dette sociale. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire évoluer, mais il faut le faire d'un point de vue législatif. Donc on a des moyens, mais il faut en passer par la loi, je pense. Et après, dans les différentes collectivités, mais bon, peut-être Sylvette pour le département avec David peuvent en parler, il y a effectivement des possibilités pour les collectivités d'amener des aides publiques dans les entreprises. C'est ce qui se fait, ça se fait pour les nanotechnologies. Mais après, c'est aussi des décisions là pour le coup politique, et nos élus essayent dans leurs instances différentes de faire en sorte que les subventions ne soient pas toujours allouées aux mêmes, et on essaye de faire en sorte qu'il y ait des contreparties. Je vous rappelle, il y a quelques années, la loi de contrôle des finances publiques, à peine adoptée, elle a vite été abrogée, celle-ci, comme quoi c'est possible d'abroger une loi. Quand on nous dit que c'est pas possible, c'était la loi U à l'époque de contrôle des finances publiques. Eh bien, toute finance publique accordée à des entreprises devait permettre aux salariés dans l'entreprise de demander des comptes pour savoir où avait été investi l'argent public versé. Tout ça, ça a été adopté, ça n'a pas eu le temps de se mettre en place, que le gouvernement a changé, la droite est arrivée, ils ont abrogé la loi. Donc on peut abroger des lois très facilement. C'est le sens de notre débat de mercredi où on demande l'abrogation de la loi travail. De porter en particulier dans le Parti communiste, mais pas nationaliser tout et n'importe quoi. La nationalisation, pour nous, s'entend surtout sur tout ce qui concerne les biens publics, notamment l'eau, l'énergie, des choses comme ça. Et après, par contre, il faut remettre les choses dans le bon ordre, et dans le sens un peu logique des choses. On parle d'évasion fiscale, et en même temps, les gouvernements successifs, ils ont supprimé des centaines de milliers d'emplois aux finances. Je vous donne en mille pour quel secteur, le contrôle fiscal. Alors, évidemment, un gouvernement, s'il veut que l'évasion fiscale se fasse, il supprime les emplois qui permettent de le contrôler. Ça, c'est une première chose. Donc, déjà, on récupère de l'argent qui part à l'étranger, et on aura, qui part en tout cas dans les paradis fiscaux, et on aura derrière de quoi financer éventuellement les entreprises en difficulté. Le contrôle des bénéfices qu'on demande,
La taxation des dividendes, voilà, c'est quand même des rentrées d'argent qui seraient importantes pour financer à la fois l'emploi public, mais aussi l'emploi privé quand il en a besoin, et quand les salariés sont en capacité de produire de la richesse qui crée un cercle vertueux dans ce pays. Donc 2017, il va y avoir des échéances importantes. Il faudrait arriver à changer les choses dans ce pays, effectivement, et à remettre les choses dans le bon ordre en ayant des politiques différentes de ce qui sont menées depuis quelques années. Sur les 600 qu'on mettait du temps, à l'époque de la nationalisation. Donc je ne porte pas le jugement, on a dit des tas de choses sur les nationalisations. Je constate que l'entreprise nationalisée, quand elle a été privatisée, tous les repreneurs ont eu à peu près la même tactique. Il y a pire, la mienne c'est pire, parce qu'il n'y avait pas que Saint-Tertec, il y avait un certain nombre de choses en France. Nous l'avons racheté, parce que quand les Américains sont venus en France la prendre, ils n'ont pas payé, ils n'ont pas sorti un sou. Contrairement à même ce que nous, naïfs ouvriers, on croyait. Ils ont emprunté la somme, ils pouvaient. C'était un énorme groupe, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, connu par ces... Bon, je ne m'étends pas parce que quand je commence, j'ai du mal à m'arrêter. Ils ont emprunté en banque, et dans nos comptes, ils nous ont mis le remboursement des emprunts. Donc nous avons racheté notre entreprise, une seconde fois, au profit des Américains, ce coup-là. Je dis ça parce que ça étonne toujours. On n'a pas tout à fait compris, parce que l'emprunt qu'il fallait rembourser nous mettait aussi en difficulté. Et on jouait sur ces difficultés pour supprimer des emplois. Bon, je m'arrête là. Je voulais juste rappeler l'histoire des Copla et de son passé.